Bonsoir, bienvenue pour cette édition qui commence par ce communiqué. Le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2015 à 14h30 au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. L'équipe gouvernementale est connue, nous y reviendrons dans le courant de cette édition. Et cette équipe devra donc conduire sous l'égide du Premier ministre le programme de société du chef de l'État. Et parmi les chantiers à consolider, les réformes économiques. En ce sens, l'Office togolais des recettes entreprend d'importantes innovations qui influent positivement sur les recettes de l'État. Suivons ce dossier de Prudence Zinsou. D'importantes réformes entreprises ces derniers mois dans le secteur douanier par l'Office togolais des recettes OTR pour la fluidité des opérations sur la chaîne logistique. Un engagement du Togo à moderniser les procédures douanières et rendre le port autonome de Lomé plus compétitif. Pour arriver aux résultats probants enregistrés sur le terrain, le gouvernement a mis à contribution l'expertise de la société d'exploitation du guichet unique pour le commerce extérieur Ségus. Grâce à sa plateforme dématérialisée, les différents postes des douanes sont interconnectés et les déclarations se font en ligne pour un gain de temps. Le guichet unique pour le commerce extérieur au Togo a mis en place une plateforme dématérialisée qui permet à chaque acteur de pouvoir accéder à cette plateforme dématérialisée et transmettre ces informations qui sont ensuite partagées avec l'ensemble de la communauté portuaire ainsi que la douane. Donc cela réduit les déplacements des différents acteurs, c'est pour bénéfice gagner du temps, et donc gagner du temps c'est aussi améliorer la compétitivité du port de Lomé. Notre rôle ici c'est de recevoir d'abord les clients, de les aider, les orienter, de voir compte tenu de leur requête la faisabilité de la chose dans le guichet unique, et tout juste derrière essayer de traiter cette demande dans le temps, d'aller vite et assez vite pour leur trouver des solutions et sortir leurs marchandises à temps. Avec la migration de Sidonia Plus à Sidonia World et l'appropriation de l'outil informatique par tous les acteurs de la chaîne, les procédures douanières sont de plus en plus performantes. On a informatisé la plupart de nos procédures, surtout dans les grandes unités, pour faciliter les opérations douanières. En l'occurrence, dans cette facilitation, nous avons la sélectivité des déclarations. Nous avons également initié dans le cadre de la facilitation, le guichet unique pour que le contrôle soit fait en un seul lieu par tous les acteurs de la chaîne logistique internationale. Kodoulia-Kopé, une frontière par où transitent chaque jour des tonnes de marchandises par camion, n'est pas en marge de cette nouvelle vision. Elle fait d'ailleurs l'objet de sites pilotes pour l'expérimentation de la phase terrestre du guichet unique. Nous sommes actuellement à l'étape pilote de Ségus qui va aussi essayer d'accélérer encore plus la procédure. Ce qui fait que ce soit les marchandises en transit ou bien en consommation, le temps de passage est réduit au maximum possible. La fluidité des activités douanières est aussi remarquable à la douane de Sandikondi qui enregistre également des flux importants de marchandises en transit sur le territoire douanier. Les nouvelles stratégies qui sont mises en place sont celles de la mise surtout en application de la lutte contre la corruption qui consiste à ce que le travail soit effectué avec célérité sans perdre de temps. On a constaté que il y a un peu de remords dans le travail, mais aujourd'hui on voit que le processus est bon, que ça nous facilite la tâche de... avant là, on voit que ça prend le temps un peu, mais par rapport à aujourd'hui là, c'est mieux. Autre avancée, le partenariat entre l'OTR et les banques, notamment l'UTB et EcoBank, qui raccourcit les délais d'attente au guichet pour les paiements, ce qui entraîne plus de célérité dans le traitement des déclarations. Vous n'avez plus besoin nécessairement de vous déplacer pour arriver au guichet des douanes pour payer. Ils peuvent déjà payer en ville. Nous avons instruit tous les collègues pour la célérité. Il y a la célérité et il y a plus d'attroupement au niveau des guichets pour les paiements. Le résultat de toutes ces mesures est visible sur le terrain et donne satisfaction à toute la chaîne des acteurs, manutentionnaires, déclarants douane et autres. Au niveau des circuits
douaniers, il y a des circuits qui sont activés et l'orientation des déclarations vers ces circuits-là fait que la passation des déclarations est plus vite. Et nous avons senti une nette amélioration par rapport à ce qui se faisait avant. Les innovations introduites dans le nouveau code des douanes sont aussi des éléments de plus dans la facilitation et l'amélioration du climat des affaires. Le défi est encore grand. L'informatisation complète des services de la chaîne apportera un plus à la qualité des prestations. L'opérationnalisation sous peu des postes de contrôle juste à poser des moins payés et des 5 cassés rendra de plus en plus fluide les trafics et permettra à l'économie togolaise d'enregistrer de meilleurs résultats pour sans doute améliorer le classement du Togo dans le dual business. L'agriculture est aussi un pan entier de l'économie togolaise. 60 millions de dollars, c'est le montant d'un projet d'implantation de palmeraies et d'usines de transformation d'huile de palme dans l'Agou. Après la pose de la première pierre par le chef de l'État il y a 3 mois, place à la phase concrète. Le ministre de l'Agriculture, le colonel Orokura Agadazi, a lancé la phase de mise en terre de jeunes plants de palmiers qui vont couvrir le site. Yves Agbevivi. 56 600 km², c'est la superficie du Togo dont une grande partie, comme la localité d'Agou, est favorable au développement de palmeraies. Malheureusement, la chose ne bénéficie pas d'engouement et le Togo est obligé d'importer 18 000 tonnes d'huile de palme, selon le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est en vue de résoudre ce problème que le chef de l'État a initié le projet d'implantation de palmeraies et d'usines de transformation d'huile de palme dans la dite localité d'Agou, et c'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Orokura Agadazi, qui a eu l'honneur de lancer la plantation du dit palmeraie. En tout, 52 500 pieds vont être mis en terre sur 250 hectares cette année pour atteindre 1000 hectares l'année prochaine. Je voudrais dire, à date d'aujourd'hui, le Togo importe 18 000 tonnes d'huile de palme. Et donc avec l'implantation de cette usine agroalimentaire, dès lors qu'elle va monter en régime, le Togo pourra produire 24 000 tonnes, c'est-à-dire qu'on couvre nos besoins au point même d'exporter. Avec les 18 000 tonnes que nous importons, ça fait une sortie de devises de l'ordre de 10 milliards. C'est énorme et ça grève énormément l'économie nationale. Donc l'initiative du chef de l'État est à soutenir et à saluer parce qu'elle permet de renforcer notre économie nationale. En rappel, c'est le 23 mars 2015 que le chef de l'État, son recherche Sindé, a posé la première pierre pour la construction de l'usine de transformation d'huile de palme dans cette localité d'Agou, et le chef de l'État a mobilisé l'investisseur agro-industriel Kayan Investment Holdings Limited, et le projet prévoit 1200 emplois pour les locaux, un projet financé à 65 millions de dollars US. Yves Agbevi vient de le dire, ce projet va donc générer plus de 1000 emplois aux jeunes de la localité. Et dans la même perspective, le groupe de réveil Compassion, en partenariat avec l'ONG Global Partners, apprend aux jeunes fidèles chrétiens à mener des activités entrepreneuriales pour se prendre en charge, une valeur ajoutée aux activités spirituelles. Dodo Waré, Esther Laclé. Comment construire son entreprise avec Dieu? La question fait l'objet d'une rencontre au Temple du Calvaire à Lomé. Des chefs d'entreprise, membres de l'association Global Partners in Europe des USA, partagent ainsi leur expérience avec des fidèles chrétiens désireux de faire prospérer leurs affaires. Mes parents étaient ouvriers, j'ai beaucoup travaillé, énormément travaillé et aussi pris beaucoup de risques et et avoir aussi une foi importante dans le Seigneur parce qu'il y a on est des hommes, on peut avoir la foi, mais Dieu nous donne aussi de travailler. Parce que le travail, quand on travaille et qu'on est reconnaissant d'avoir aujourd'hui une entreprise comme la mienne, je remercie Dieu, mais Dieu m'a donné la capacité aussi de pouvoir réussir cet ouvrage. Pour moi, c'était un gros chantier. Compassion, groupe de réveil, en initiant cette rencontre, veut inculquer aux participants les valeurs nécessaires à leur épanouissement professionnel. Il y a un homme de Dieu, un certain Seth Nomenyo, qui a parlé de tout l'évangile pour tout l'homme. Cela veut dire qu'il faut donner la parole, mais il faut aussi s'occuper de la vie quotidienne des fidèles. Et il faut aussi tenir compte de ce que nous n'avons pas seulement un esprit, nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Voyez-vous? Donc, il s'agit d'apprendre concrètement ici, dans ce cas précis de cette réunion, d'apprendre aux gens, aux jeunes,
comment créer leurs propres affaires et comment gérer leurs propres affaires et comment réussir dans leurs propres affaires. Et ceux qui sont déjà des hommes d'affaires, c'est comment renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent réussir. Il s'agit d'un partenariat entre le groupe Compassion et l'association Global Partners in Europe, et de ce partenariat va naître divers projets en faveur des communautés. On est en train d'animer beaucoup de choses avec des hommes d'affaires qui viennent ici pour travailler, aussi des médecins qui répondent à la santé, la question de la santé, parce que c'est un besoin qui existe toujours en Afrique de l'Ouest. La rencontre a duré 24 heures. L'association Global Partners in Europe existe depuis plus de 10 ans en Afrique. Même ambition au niveau du concept Tizi, premier café des jeunes entrepreneurs togolais lancé samedi à Lomé, une plateforme d'échange et de formation des jeunes à devenir de véritables acteurs économiques. Victoire Aïssa, Augustin Kossi, Isidore Koubatine. Animés du même désir et de la même détermination, ils sont des jeunes qui entendent contribuer à l'émergence du Togo en intégrant en eux l'esprit de créativité et d'entrepreneuriat. Tizi, leur premier cadre d'échange, se veut un carrefour des jeunes entrepreneurs et innovateurs togolais et permet de donner vie à des projets novateurs. Nous organiserons des rencontres majeures qui vont réunir des jeunes autour des thématiques liées au monde de l'entreprise, liées au domaine entrepreneurial et à l'aptitude à entreprendre. Donc nous débattrons chaque mois autour de divers thèmes avec des invités de choix qui vont accompagner, qui vont former les participants et les amener à valider leur idée d'entreprise. Tizi, un nouveau concept économique, une occasion pour les jeunes porteurs de projets de se familiariser avec le monde entrepreneurial. Une idée novatrice qui répond aux aspirations du Conseil national de la jeunesse togolaise ainsi qu'à la politique du ministère du Développement à la base. La mission assignée par le gouvernement togolais au Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes est la promotion de l'entrepreneuriat au sein de la population jeune. Et toute initiative qui entre dans ce cadre-là est fortement appréciée par les premiers responsables du FAEJ. C'est dans cet ordre d'idée-là que le fonds a accepté appuyer cet événement Tizi. Le Conseil national, qui est une plateforme institutionnelle qui regroupe la jeunesse, et pense que cet événement est une bonne initiative, d'autant plus qu'il concerne la jeunesse et il permet aux jeunes entrepreneurs de se retrouver d'une façon périodique et d'échanger et vraiment d'améliorer leur entreprise. Plus qu'une idée, Tizi est un rendez-vous mensuel, une passerelle pour la jeunesse à travers laquelle des projets novateurs verront le jour. Au Burundi, le gouvernement persiste et signe. Le double scrutin communal et législatif aura lieu demain. Malgré la pression internationale, les violences et les protestations de l'opposition, les Burundais sont donc appelés aux urnes. Le contexte politique et sécuritaire reste tendu. Hier, du matériel électoral a été brûlé dans le nord du pays et des militants de l'opposition ont été arrêtés. La Tunisie sous haute sécurité. Après l'attaque de vendredi, plusieurs mosquées qui incitent au terrorisme sont fermées. Des patrouilles veillent au grain aux abords des hôtels. Les touristes quittent le pays. Remplis de touristes se succèdent à l'aéroport d'Enfida. Les principaux tours opérateurs ont donné ordre à leurs clients de rentrer. C'est le cas en particulier pour ces touristes belges. Notre agence GTR nous a conseillé de rentrer tout de suite dans notre pays en Belgique. C'était une obligation de quitter tout de suite le pays. Les agences de voyage affrètent en urgence des dizaines d'avions. 2000 clients belges auront été rapatriés, 2500 britanniques, autant de Français ou d'Allemands. Des étrangers qui, malgré la menace terroriste qui pesait sur la Tunisie, continuaient de s'y rendre. Pour certains peut-être pour la dernière fois. Le personnel de notre hôtel a été incroyable. Quand on est parti, le directeur de l'hôtel pleurait. Il m'a demandé s'il y avait du travail pour lui en Irlande. Vraiment, on a passé des vacances magiques. C'est un bel endroit, c'est magnifique. Ces 4 dernières heures l'ont transformé en enfer. Sur les plages de Sousse, pas un touriste ou presque. Dans le centre commerçant, les étrangers se comptaient sur les doigts de la main. Ça fait vraiment mal. C'est terrible car la ville de Sousse vit du tourisme. C'est un coup fatal. Nous ne sommes pas encore remis de l'attaque du Bardo, mais là c'est un coup encore plus violent. Après l'attaque en mars contre le musée du Bardo, où 22 personnes, dont 21 touristes, avaient été tuées,
Le coût est rude en effet. Et la crainte d'un marasme économique qui s'installe, bien présente. Le tourisme, c'est le poumon de l'économie tunisienne. Les réservations de vacanciers étrangers ont déjà baissé de près de 25% par rapport à l'an dernier. La chute risque d'être encore plus sévère en plein cœur de l'été. Le jeûne du Ramadan est donc affecté par une crise sécuritaire dans ce pays. Le carême, quatrième pilier de l'islam, est une période de mortification où les fidèles musulmans observent une certaine piété et suivent un nouveau rythme alimentaire. Et durant cette période, les dattes sont beaucoup consommées. Sonia Amenikbo, Esther Laclé. Cultivée depuis au moins 4000 ans au Moyen-Orient et originaire d'Irak, du Maroc ou de l'Algérie selon la variété, la datte se présente généralement comme un fruit charnu de 4 à 6 cm avec un noyau allongé. Ce fruit est très prisé par les fidèles musulmans, surtout au cours du carême. La date représente un fruit très bénéfique pour les musulmans et surtout très spécialement en cette période du mois de Ramadan béni que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé aux musulmans de rompre toujours le carême, le jeûne en utilisant les dates. C'est quand tu ne trouves pas les dates que tu utilises les fruits et quand il n'y a pas les fruits tu peux utiliser l'eau. Si on veut rompre le carême, c'est mieux qu'on utilise la date. Et d'utiliser la date 1 ou bien 3, ça veut le nombre ampère. Donc la date, c'est l'arabe, c'est un fruit vraiment qui guérit beaucoup de choses, qui apporte aussi l'espoir sur la foi et le cœur. Très appréciée pour son goût, la date contient de nombreux bienfaits pour le corps humain, surtout à cause de sa forte contenance en fibres. Sur le plan scientifique, cet hadith nous a amené à regarder un peu pourquoi le prophète a choisi la date parmi tant d'autres fruits. Et on s'est rendu compte que la date est un fruit très énergétique et nutritif. Il est d'ailleurs l'un des fruits les plus énergétiques, disons naturellement possible. Et il apporte à l'organisme jusqu'à 70 grammes de glucides. Donc un musulman qui a fait le jeûne, qui est resté pendant plus de 12 heures à jeûn, tombe en état d'hypoglycémie et une seule date lui permet de remonter son état d'hypoglycémie. Le mois de carême est une période sacrée sur le calendrier musulman. Le jeûne est l'un des 5 piliers de l'islam et cette période est celle où le fidèle de Mahomet a le plus besoin d'aliments énergétiques comme les dattes. Le droit à l'alimentation suppose que chaque individu doit se nourrir de manière adéquate et avoir à disposition des aliments de qualité. Les individus sont censés satisfaire leurs propres besoins par leurs propres efforts, mais l'État doit les accompagner en créant de meilleures conditions d'accès à ces aliments. Le droit à l'alimentation est un droit inaliénable, doté même de mécanismes de recours au cas où on y porte atteinte. Edem Sousoupo. Ils sont aujourd'hui estimés à environ 800 millions de personnes dans le monde à n'avoir pas droit à une alimentation suffisante et adéquate. La FAO, dans son engagement de tous les jours, veut combattre la faim et la malnutrition. C'est une lutte permanente pour atteindre le droit à l'alimentation pour tous. Ce n'est pas le droit d'être nourri, mais essentiellement le droit de se nourrir soi-même dans la dignité. Il revient donc à chaque État de mettre des dispositions en place pour que ce droit soit respecté. Dans les obligations de l'État, la première obligation est de laisser faire les gens se nourrir, de les respecter, ce droit à l'alimentation. Mais il faut le plus. Il faut aussi le protéger pour que les autrui ne gênent pas les gens qui vont se nourrir, qui veulent se nourrir. Mais troisièmement, il faut donner les faits. Parce que la situation économique n'est pas égale pour tout le monde. Et pour ceux qui ne peuvent pas se nourrir par leur propre effort, il faut que le gouvernement fasse des mesures politiques et programmatiques pour que les jeunes peuvent se nourrir eux-mêmes. Et s'ils ne le peuvent pas, par exemple les handicapés, qu'on leur donne de la nourriture ou des moyens d'acheter la nourriture. Le Togo, par exemple, est l'un des 72 États au monde qui ont réduit de moitié la proportion de personnes sous-alimentées. La prévalence de la sous-alimentation est considérablement réduite, passant de 37,9% en 1992 à 11,4% en 2015. Toutefois, la malnutrition des enfants de moins de 5 ans
29,8% reste un défi majeur à relever. C'est un droit progressif. On ne peut pas du coup au lendemain parvenir. C'est mettre en place des conditions qui permettent à chacun, quand il travaille, de pouvoir avoir un salaire décent. Quand l'agriculteur produit, d'avoir des conditions climatiques et edaphiques pour produire suffisamment et que chacun puisse accéder à cette nourriture. Le droit à l'alimentation est avant tout une question de droits de l'homme. C'est une question également de fonctionnement de la société, notamment de son équilibre, de sa stabilité et de la paix sociale. Il est alors urgent de mettre en place des mécanismes de recours en cas de violation du droit à l'alimentation. Premièrement, c'est un recours administratif. C'est-à-dire, si quelques institutions ne fonctionnent pas bien, qu'on ait le recours au ministre responsable pour qu'il intervienne. Si cela ne suffit pas, on a les cours ou des instances quasi-judiciaires, c'est-à-dire des commissions des droits de l'homme, des ombudsman, etc. Ou des commissions des droits de la femme, des commissions des enfants. Au niveau international, il y a aussi des recours, il y a aussi des moyens de comptabilité. Tous les quelques ans, il y a des rapports périodiques universels dans le Conseil des droits humains à Genève. Et tous les pays doivent rendre compte de ce qu'ils ont fait. L'obligation de respecter le droit à l'alimentation impose à l'État de s'abstenir de prendre des mesures qui auront pour conséquence de priver quiconque de ce droit. Autre droit, celui des femmes, spécifiquement celles qui ont perdu leur mari. Les veuves sont souvent spoliées de l'héritage de leur défunt époux. Et la question était cette semaine sur le tapis, à l'occasion de la Journée internationale des veuves. Des voix s'élèvent de plus en plus pour porter assistance à ces femmes souvent marginalisées. Désiré Dagbovi, Albertine Yakin. La situation des veuves dans nos communautés n'est pas du tout rose. Dès le décès du conjoint, la veuve est confrontée à d'énormes problèmes. Elle est parfois spoliée des biens de son mari défunt et mise à la rue. Normalement, quand une femme perd son mari, tout le bien du mari revient à la femme et ses enfants. Mais nous avons constaté avec une amertume que dès que le mari est enterré, ses parents reviennent à la maison pour dévaster toute la maison et on va prendre tes enfants et toi-même tu vas refaire ta vie. Et donc, on a fait recours à la justice et entre-temps, ils ont vu qu'ils n'ont pas raison et ils nous ont laissés. Donc, ça fait qu'ils ne mettent même plus pied à la maison, ils ne passent même pas par notre devanture. Outre la lutte contre les pratiques de veuvage humiliantes, le nouveau Code des personnes et de la famille promulgué en juillet 2012, donne ainsi plein droit à la veuve d'hériter de son défunt mari. Au cas échéant, les veuves soutenues par des proches ou des associations portent l'affaire devant les juridictions. Il y a un dispositif qui est mis en place, à savoir tous les mercredis. Le fondateur, le docteur Charles Biriga, accorde des audiences à ces veuves-là pour les écouter, pour ces problèmes de renvoi des maisons, mari décédé aussitôt, on les renvoie, on les fait sortir alors qu'elles ont des enfants, alors qu'elles ont contribué pour la construction de ces maisons. Et lorsque les problèmes sont exposés, il y a plusieurs cas, selon la gravité, le docteur a signé une sorte de partenariat avec un juge et lorsqu'il s'agit de ces maisons à récupérer des terrains qui sont vendus et sans la connaissance de la veuve qui a aussi contribué, le docteur envoie ces veuves auprès du juge pour traiter cette affaire de façon juridique. Et sans vous mentir, il y a beaucoup de cas qui ont été satisfaits. Souvent, les femmes ignorent la valeur du mariage civil. Elles s'adonnent au mariage coutumier qui ne les protège pas. Pour y remédier, le gouvernement et ses partenaires mènent des actions d'information, de formation et de sensibilisation pour renforcer la connaissance et la compréhension des différents textes qui régissent le code de la famille. L'ONG Plan International Togo vient de tenir sa revue annuelle participative des programmes dans ses différents bureaux. Les sessions ont rassemblé les responsables de Plan Togo, les leaders communautaires, les ONG et services étatiques partenaires. Elle vise à vérifier l'efficacité des programmes de plan en vue d'apporter une amélioration durable aux conditions de vie des enfants et de leurs familles. La marque Bojona.
La présente session de la revue annuelle participative des programmes consiste à mesurer l'atteinte des objectifs et tirer les leçons en vue d'améliorer l'efficacité des programmes de plan international Togo. Elle vise ainsi à procéder à l'évaluation des performances enregistrées dans la mise en œuvre des programmes au niveau du pays de juillet 2014 à juin 2015. Nous avons travaillé dans le domaine de la sécurité économique des ménages, dans le domaine de la protection de l'enfant, de la survie et de la résilience en cas d'urgence, et surtout aussi dans le domaine de l'éducation pour améliorer la qualité de vie des enfants. Nous avons travaillé en partenariat avec 23 cantons, avec aussi l'appui des services déconcentrés de l'État et des ONG pour atteindre les objectifs auxquels nous sommes arrivés. Globalement, je peux dire que les objectifs que nous nous sommes fixés pour l'année fiscale 2015 ont été atteints. Je crois que nous avons encore certains grands défis. Le plan investit beaucoup et on souhaiterait que les communautés capitalisent tout ce qu'ils ont fait pour qu'eux-mêmes puissent aller à l'avant. La décentralisation, c'est ça effectivement. Le plan leur donne toutes les latitudes et ils contribuent, il est à côté, il contribue, mais eux, ils doivent se mobiliser et pouvoir mettre les actions en œuvre. Voilà ce que le plan a introduit au niveau des communautés et qui nous paraît très particulier à souligner, c'est intéressant. C'est dans le souci d'améliorer ces interventions à l'endroit des communautés en général et des enfants en particulier que Plan International Togo organise chaque année ses revues annuelles. Ces évaluations des programmes se sont également tenues dans les unités de programme de Sotobois et à Tapamé. Le Conseil national de lutte contre le sida est en tournée à travers le pays. Il mène un plaidoyer sur l'accès des prisonniers vivant avec le VIH aux soins de qualité. L'étape de Kara, Nestor Mouzou. Même s'il est privé de liberté parce qu'en conflit avec la loi, le détenu garde néanmoins ses droits inhérents à la vie, notamment celui de l'accès aux services de soins et de prévention des maladies. À ce sujet, le Conseil national de lutte contre le sida et les infections sexuellement transmissibles fait un plaidoyer auprès des administrations pénitentiaires dans les régions administratives. Le CNLS, dans sa démarche, veut amener ces administrations à rendre accessibles dans les prisons les antirétroviraux et à permettre une prise en charge précoce des personnes infectées par le VIH. D'après les études qui ont été menées par le secrétaire permanent du CNLS, il ressort que la population carcérale présente une prévalence très élevée par rapport à la population générale. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les appelle des populations clés et à côté des hommes qui ont des rapports sexuels avec les autres hommes, à côté des professionnels de sexe et des usagers de drogue. Ce sont ces populations qui constituent pour nous des préoccupations au plus haut niveau qui font que des priorités doivent être mises sur elles de sorte à éradiquer le VIH d'ici 2020, qui est une vision du Togo en la matière. Ce que nous attendons, c'est de faire en sorte que les informations que nous apportons puissent faire tache d'huile. La tournée permettra aussi au CNLS de mener une sorte d'évaluation en vue de faire un diagnostic des différentes prisons du pays pour voir s'il y a le nécessaire requis pour répondre aux attentes des personnes qui sont infectées ou affectées par le VIH. Assemblée générale ordinaire de la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique du Togo. À l'ordre du jour, le rapport d'exercice 2014 et les perspectives pour les échéances à venir. Luc Assis, Antoinette Romarovovor. Après un an d'activité, la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique du Togo, CECAP, passe au bilan. Un bilan axé sur les rapports moraux, financiers et du conseil de surveillance. Au terme de l'examen des rapports, les coopérants vont relever les points de réussite et les éventuels goulots d'étranglement en vue d'une amélioration de leurs services. Nous sommes très satisfaits du bilan de la CECAP pour la gestion 2014. Comme les chiffres le démontrent assez largement, nous avons un résultat excédentaire de plus de 23 millions.
Basée au Togo depuis 1991, la CECAP offre à ses adhérents une kyrielle de produits pour leur épanouissement, dont le prêt scolaire pour faciliter les dépenses liées à la reprise des classes. Nous faisons de l'épargne, nous gardons l'argent des coopérateurs, ensuite nous leur octroyons des prêts qu'ils peuvent prendre à taux très réduit et nous octroyons d'autres prêts que nous appelons les prêts spéciaux. Par exemple, à Noël, nous octroyons également des prêts ciment qui permettent à nos coopérateurs de pouvoir achever leur construction. Pour l'exercice 2014, la CECAP a enregistré 444 nouvelles adhésions et octroyé plus de 900 millions de francs CFA de prêts à ses membres. À l'issue de la rencontre, un conseil et un secrétaire adjoint du conseil d'administration, en plus, un vice-président du comité de crédit de l'institution seront élus pour remplacer les anciens dont le mandat est arrivé à terme. La coopérative compte aujourd'hui plus de 4000 adhérents. Nous sommes avec le secrétaire général de la présidence de la République qui nous livre le décret portant composition du gouvernement et 2 autres décrets. Bonsoir. Bonsoir, mesdames, messieurs. Décret portant composition du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, vu le décret numéro 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République togolaise est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Selom Komi Klassou. Ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de la planification du développement, M. Hadji Otet Ayassor. Ministre du développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, Mme Victoire Tomega Dobé. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, M. Octave Nikwe Broum. Ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, M. Gilbert Bawara. Ministre des Postes et de l'économie numérique, Mme Sina Lawson. Ministre des Infrastructures et des Transports, M. Ninsao Yofam. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Colonel Dameham Yark. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, M. Robert Ducé. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, Colonel Ouro Koura Agadazi. Ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, M. Payadoa Boupessi. Ministre du Commerce, de l'Industrie, de la promotion du secteur privé et du tourisme, Mme Bernadette Essosimna Lexim Balouki. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, M. André Johnson. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, Maître Fiatuo Kwadjo Sessenou. Ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, M. Komi Palamwe Tchapele. Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, M. Pius Agbetome. Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, M. Guy Madje Lorenzo. Ministre de la Santé et de la Protection sociale, Professeur Mustapha Midjiyawa. Ministre des Mines et de l'Énergie, M. Dederiwe Abli Bidamon. Ministre de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation, Mme
Tiabinandi Kolani Nyenchare. Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé de la planification du développement, M. Kossi Asimaïdou. Ministre délégué auprès du ministre des enseignements primaires, secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Georges Kouaou Aïdam. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, M. Sani Yaya. Article 2. Le ministère de la Défense et des anciens combattants est rattaché à la présidence de la République. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 28 juin, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Deuxième décret. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, décrète. Article 1er. M. Batienne Pagbré Sili est nommé ministre auprès de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 28 juin 2015. Le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Troisième décret. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2015-038/PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. M. Elliot Ohin est nommé ministre auprès du Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 28 juin 2015, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Je vous remercie. C'était donc une série de décrets pris par le chef de l'État. Les élèves du lycée français de Lomé ont reçu leur diplôme de baccalauréat samedi dernier à Lomé. C'était au cours d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de France au Togo. Et pour ces lauréats, les portes de l'université sont désormais ouvertes. Eric Janikbo, Rachel Aoku. La culture de l'excellence davantage renforcée au lycée français de Lomé. À plus de 97%, ces bacheliers ont décroché avec brio leur premier diplôme universitaire en série littéraire, économie sociale et scientifique. C'est un diplôme qui leur ouvre les portes de plusieurs universités dans le monde. Je suis très contente que chacun ait pu avoir son bac parce que c'était pas facile. Il y avait plein d'élèves qui avaient beaucoup de difficultés, mais on y est parvenu et je suis très fière de ma classe. Il faut féliciter les profs et les encadreurs. Et quand même, notre classe a eu quand même 6 mentions très bien. Donc ça prouve tout le travail qu'on a fourni. Et on a appris énormément de choses et même ce diplôme va nous permettre d'avoir de nouvelles portes, notamment en Europe et dans d'autres continents dans le monde. Et donc je suis très fière d'avoir pu avoir mon bac et même avec mention. C'est un grand défi que vient de relever encore le lycée français de Lomé en procurant à ces jeunes apprenants un enseignement de qualité. Les résultats très encourageants sont salués par les parents d'élèves, les enseignants, mais aussi l'ambassadeur de France au Togo, parrain de cette nouvelle promotion. La France et le Togo, c'est un outil de rayonnement remarquable. Donc comme ambassadeur, je suis honoré d'être le parrain de cette promotion. Ce lycée confirme sa vocation. C'est un lycée de service public, mais c'est aussi un instrument de coopération pour la France et le Togo et pour toutes les autres nationalités qui y sont représentées. La qualité de l'encadrement, la qualité des professeurs, eh bien, au bout du compte, ça finit par donner de très bons résultats. Je n'oublie pas l'effort fourni par les élèves et l'accompagnement des parents qui est très important. Mais ce soir, vous avez devant vous un proviseur heureux. L'étape du bac 2 franchie avec grand succès, la tâche revient aux bacheliers qui passent le témoin entre la vie d'élèves et celle d'étudiants, de démontrer leur savoir-faire, préserver leurs valeurs et acquis pour exceller dans les études supérieures afin de faire face à la vie professionnelle.
Avant de refermer cette édition, une fois encore, le secrétaire général de la présidence. Décret portant composition du gouvernement. Le président de la République, sur proposition du Premier ministre, vu la Constitution du 14 octobre 1992, notamment l'article 66, vu le décret numéro 2015-038/PR du 5 juin 2015, portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. Le gouvernement de la République togolaise est composé ainsi qu'il suit. Premier ministre, chef du gouvernement, M. Selom Komi Klassou. Ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Planification du Développement, M. Hadji Otet Ayassor. Ministre du Développement à la base, de l'Artisanat, de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Madame Victoire Tomega Dobé. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, M. Octave Nikwe Broum. Ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme administrative, M. Gilbert Bawara. Ministre des Postes et de l'Économie numérique, Madame Sina Lawson. Ministre des Infrastructures et des Transports, M. Ninsao Nyofam. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Colonel Damehan Yark. Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de l'Intégration africaine, M. Robert Ducé. Ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, Colonel Ouro Koura Agadazi. Ministre de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et des collectivités locales, M. Payadoa Boupessi. Ministre du Commerce, de l'Industrie, de la Promotion du secteur privé et du Tourisme, Madame Bernadette Essosimna Lexim Balouki. Ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, M. André Johnson. Ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de vie, Maître Fiatuo Kwadjo Sessenou. Ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, M. Komi Palamwe Tchakwele. Ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, M. Pius Agbetome. Ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique, M. Guy Madje Lorenzo. Ministre de la Santé et de la Protection sociale, Professeur Mustapha Midjiyawa. Ministre des Mines et de l'Énergie, M. Dederiwe Abli Bidamon. Ministre de l'Action sociale, de la Promotion de la femme et de l'alphabétisation, Madame Tchabinandi Kolani Nyenchare. Ministre auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, chargé de la planification du développement, M. Kossi Asimaïdou. Ministre délégué auprès du ministre des Enseignements primaires, secondaires, chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, M. Georges Kwaou Aïdam. Ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget, M. Sani Yaya. Article 2. Le ministère de la Défense et des Anciens combattants est rattaché à la présidence de la République. Article 3. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Fait à Lomé le 28 juin 2015, le président de la République, Faure Essosimna Gnassingbé. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, décrète. Article 1er. M. Batienne Pagbré Sili est nommé ministre auprès de la présidence de la République. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Faite à Lomé le 28 juin 2015, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Le président de la République, vu la Constitution du 14 octobre 1992, vu le décret numéro 2015-038-PR du 5 juin 2015 portant nomination du Premier ministre, décrète. Article 1er. M. Elliot Ohin est nommé ministre auprès du Premier ministre. Article 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République togolaise. Faite à Lomé le 28 juin 2015, le président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé. Je vous remercie. Ainsi donc se présente le statut de la nouvelle équipe gouvernementale. Il y a des entrants mais aussi des sortants. Alors Kossin Evodevi, quelle lecture faites-vous de cette nouvelle équipe? Bien, nous connaissons tous les grandes options de la politique du chef de l'État, à savoir l'émergence du Togo, la lutte contre la précarité, la pauvreté, le développement à la base, la recherche d'une croissance économique forte, la sécurité. Autant de défis à relever, même si des efforts bien visibles et des progrès sont enregistrés dans tous ces secteurs que nous venons de citer. La nouvelle équipe qui va s'attaquer à ces défis et imprimer un nouvel élan à la marche en avant du Togo sous la direction du président Faure Essozimna Gnassingbé et du Premier ministre Selom Komi Klassou compte 23 membres, dont 4 femmes. Elle est plus réduite. 23 ministres contre 25 pour l'équipe sortante, l'équipe du 17 septembre 2013. On observera que les gros portefeuilles n'ont pas changé de couleur. M. Ayassor reste aux commandes. Il conserve le ministère de l'économie et des finances auquel s'ajoute la planification du développement. Un autre détail, M. Ayassor devient ministre d'État. Il a auprès de lui M. Kossi Asimaïdou, chargé de la planification du développement. Auprès de lui, encore un ministre délégué chargé du budget, M. Sani Yaya, un nouveau venu. Le ministère du Développement à la base, de l'artisanat, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, c'est un important département, un grand maillon de la chaîne des institutions pour réduire la précarité, la pauvreté chez nous. Eh bien, ce ministère reste dans les mains de Mme Victoire Toméga Dogbe, très présente sur le terrain et se bat au quotidien pour faire reculer l'indigence et le diminuement au Togo. Un autre secteur clé qui a connu beaucoup de progrès ces dernières années, ce sont les infrastructures et les transports. Ce département garde son titulaire, M. Nissao Nyofam. Les affaires étrangères et la coopération, l'agriculture, l'économie numérique, la sécurité, l'enseignement supérieur et la recherche, le commerce et l'environnement n'ont pas connu de changement. Robert Doucet, le colonel Agadazi, Sinan Lawson, le colonel Yark, Nikwe Broom, Madame Legezim, André Johnson sont maintenus à leur poste. Sur les 12 ministres qui sont restés dans le gouvernement, 11 ont conservé leur département. Un a changé de portefeuille. Il s'agit de M. Gilbert Bawada, qui quitte l'administration territoriale pour la fonction publique, le travail, l'emploi, la réforme administrative. 13 ministres quittent l'équipe gouvernementale. Parmi les départs, nous notons M. Damiki Maganawe, Yakubu Amadou Essao, Kolani, Koumealo Anate, Dédé Arouefa et Koué. Les nouveaux venus sont au nombre de 10. M. Georges Haïdam, vice-président de l'UNIR, parti du chef de l'État, prend le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Pius Agbetome se voit attribuer le ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République. Grand retour de M. Guy Madje Lorenzo, désormais en charge du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Autre grand retour, M. Payadoa Boupessi, ancien ministre de l'Économie. Il prend les rênes du ministère de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dernière chose, le portefeuille de la santé a désormais un chef. Il s'agit du professeur Moustapha Miji Yawa, ministre de la Santé. Il trouvera sûrement la manière pour donner les impulsions nécessaires au bon fonctionnement de ce département. Le gouvernement ne compte que 4 femmes contre 6 dans l'ancienne équipe. C'est un gouvernement majoritairement unir. En termes d'ouverture, l'UFC et la CPP y sont représentés avec M. André Johnson, ministre de l'Environnement, et Broom, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est donc avec ce gouvernement de 23 ministres, avec le Premier ministre Komi Klassou, que le
président de la République entame avec la même détermination qu'on lui connaît ce nouveau mandat de 5 ans que certains analystes bien connus et observateurs avisés qualifient de mandat social. Merci, Koussan et vos dévis. Je rappelle que le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que la 4e séance plénière de la première session ordinaire de l'année aura lieu le lundi 29 juin 2015 à 14h30 au Palais des Congrès, siège de l'Assemblée nationale. Et puis on finit avec de la bonne musique. La 8e édition du festival Africa Rythme a connu son apothéose à Lomé. Marema du Sénégal, Nila du Bénin et Adjoasika du Togo étaient sur scène. Luc Assis, Esther Laclé. Les rythmes africains ont été célébrés à Lomé. Et voici ce que ça donne. Un cocktail d'acoustique et de traditionnel inspiré de sonorités tchèques, vaudou et de world music en live. Une voix mélodieuse, un talent inégalable, ce n'est pour rien qu'elle a été sacrée prix découverte RFI 2014. Marema, la jeune Sénégalaise dont la voix résonne en live pour la première fois au Togo, et c'est à la 8e édition de Africa Rythme. Elle est accompagnée de la talentueuse béninoise Nila et de la sublime togolaise Adjoasika. On a besoin de se tenir la main pour faire avancer l'Afrique, pour faire briller le soleil de l'Afrique. C'est pas facile d'organiser un festival, surtout en Afrique. Et franchement, je félicite beaucoup l'organisateur de Africa Rythme. Déjà qu'il ait pu arriver aux 8e édition, à la 8e édition, franchement, c'est encourageant. Félicitations à lui. Et merci beaucoup aussi à eux d'avoir pensé à nous, à Adjoasika. C'était vraiment super. Le public ne me connaissait pas, certes, et ni ma musique aussi. Donc c'est une bonne découverte, je pense. Et j'ai vraiment aimé la réaction du public. La qualité vocale des artistes sur scène a emporté plus d'un. Le public rêve déjà de la prochaine édition. C'est une bonne programmation. Sincèrement, je tiens à remercier Hassan Croisé Intégral pour cette programmation-là, programmation 100% féminine. Un très très beau spectacle. Surtout que c'est acoustique, on arrive à communier avec ces charmantes chanteuses. J'avoue que je me suis bien amusée. Africa Rythme ambitionne de développer la musique jazz au Togo et la 8e édition rentre ainsi dans l'histoire. Voilà, cette édition s'achève. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.